Bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence donc consacrée à la logistique des biens de consommation en Afrique. La conférence va se focaliser sur une étude de cas, une logistique internationale et locale optimisée pour l'industrie des biens de consommation. Alors on va commencer par Monsieur Xavier Personic, directeur biens de consommation en Afrique de Bolloré Logistics. Monsieur Personic, vous allez nous dresser un petit panorama d'une Afrique multiple, 54 pays, 54 marchés, et de la variété des niveaux de maturité de marché, en prenant peut-être des exemples, ce qui nous permettra d'avoir déjà une bonne idée pour savoir comment aborder ce vaste continent. Monsieur Personic. Oui, bonjour. Donc Xavier Personic, en charge donc pour la région Afrique du développement des marchés des biens de grande consommation et de la grande distribution, FMCG et retail en anglais dans le texte. Quelques mots sur Bolloré Transport et Logistique en Afrique, rapide. Bolloré Transport et Logistique en Afrique, c'est 26 000 collaborateurs dans 46 pays d'Afrique, sur un total de Bolloré Logistics mondial, transport et logistique mondial, de 36 000 personnes. Donc 26 000 en Afrique pour 36 000 au total. Donc on a trois types d'activités, trois grandes activités. Une activité de gestion de port qui a été abordée hier, donc sur des concessions portuaires donc en Afrique, avec de la manutention associée, et nous sommes également agents maritimes pour certaines compagnies maritimes donc en Afrique. Ça ne sera pas l'objet du tout de la conférence aujourd'hui. Une deuxième activité qui est une gestion de concessions ferroviaires. Hier, il a été indiqué que le développement du rail en Afrique était un excellent moyen d'améliorer les infrastructures. Ça ne sera pas le sujet encore aujourd'hui. Le sujet va porter plutôt sur notre troisième activité, qui est notre activité de logistique, qui inclut pour l'Afrique, parce qu'on va se centrer bien sûr sur l'Afrique, sur de la commission de transport internationale vers l'Afrique. Donc nous avons 61 agences dans le monde hors Afrique qui peuvent organiser un peu de partout dans le monde donc de la commission de transport vers l'Afrique. Il y a de la commission de transport en export depuis l'Afrique, depuis les 46 pays sur les 54 où nous sommes présents. Un point par rapport à ces 46 pays est important dans le contexte de l'Afrique, c'est que Bolloré est présent depuis une cinquantaine d'années, et donc c'est le caractère résilient de Bolloré qui a été présent dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments, et qui continuera à être présent dans les bons moments, et malheureusement s'il y en a des moins bons moments. La deuxième métier côté de la commission de transport, ce sont des opérations de commissaires en douane. Donc nous avons partout où on le peut dans les pays africains nos propres licences pour procéder au dédouanement des marchandises. Et enfin, une activité de logistique 3PL, donc avec des capacités d'entreposage et de gestion d'entrepôts de biens de grande consommation, avec stockage raqué, avec de la préparation de commandes et de la distribution. Et derrière, pour la partie transport secondaire, on verra là encore on verra dans la conversation que la maturité n'est pas là partout. Autant sur les entrepôts, Bolloré est en train d'investir lourdement sur des entrepôts à valeur ajoutée pour aller vers une maturité qui se rapproche de ce qu'on peut observer par exemple en Europe. Sur la partie transport, distribution secondaire, notre stratégie sera plutôt de fédérer, coordonner à travers des plateformes d'intermédiation Internet des sous-traitants qui émergent, qui maturent aussi de leur côté. Mais donc notre investissement sera plus autour de la structuration et de l'intermédiation autour de ces activités. Toute cette logistique est armée également au niveau système d'information par des tours de contrôle dans lequel, dans un contexte end-to-end, un bout en bout, depuis le transport international jusqu'aux opérations en Afrique, on amène une traçabilité avec un outil Bolloré sur l'ensemble des opérations.
Enfin, un point qui va alimenter aussi notre conversation, on intervient pour nos clients ou nos prospects dans l'aide à la définition de leur feuille de route à travers notre connaissance terrain, des modes de distribution et des différents acteurs. Nous pouvons armer ce que les fabricants de biens de grande consommation appellent leur route to market, à travers des points de vue, mais aussi des modèles de calcul de coûts complets, donc de landed cost, intégrant les prix, les frais, les coûts logistiques et les coûts de douane, permettant donc de comparer dans différents modèles de distribution en propre ou de distribution via des distributeurs, d'armer ces comparaisons avec des chiffres, donc des modèles éprouvés de calcul de coûts complets, donc en landed cost. Et d'autres modèles, si parmi vous certains spécialistes d'analyse logistique, des modèles dits de cost to serve qui permettent de regarder différents canaux d'écoulement à travers des hubs ou au contraire des distributions point à point, de faire des comparaisons entre différents modes pour atteindre le client final. Donc cette partie étude amont s'apparente à une offre de conseil interne qui nous permet encore une fois d'armer vos projets en Afrique grâce à notre présence de 26 000 personnes sur le terrain qui peuvent nous ramener à nous avoir des informations d'une base de données extrêmement pertinente sur le sujet. Donc ça terminera ma partie de présentation de Bolloré Transport et Logistique en Afrique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Est-ce que ce périmètre d'activité paraît clair à tout le monde? C'est parfait. Alors. Donc, je vais en venir au sujet de la conférence proprement dite, là, sur donc, le marché des biens de consommation en Afrique. En introduction, je dirais que notre état d'esprit à Bolloré, il faut à la fois manier l'enthousiasme et la circonspection. L'enthousiasme parce qu'il y a des pays où ça bouge, où des structurations de modern retail se mettent en place, où il y a des investissements faits par des entreprises de biens de consommation qui donnent un assortiment, une offre sur le marché qui s'améliore. Et puis être circonspect parce qu'il peut y avoir des régions où même certaines entreprises, je pense aujourd'hui, on va essayer de donner le plus possible des exemples concrets, une entreprise comme Nestlé, qui est présente depuis plus de 50 ans en Afrique, et bien, récemment s'est retirée de pays comme le Tchad ou la RDC. Donc, être circonspect quand même, le marché peut quelquefois être peut être qualifié d'erratique. Pourquoi erratique? C'est que 54 pays en Afrique et il faudrait presque faire une conférence sur les biens de consommation, 54 conférences. On va essayer d'être à chaque fois de mettre des agrégats là où on peut en mettre, mais garder toujours en mémoire, mais vous connaissez peut-être l'Afrique, que chaque pays aura toujours ses spécificités. Quelques ordres de grandeur, le marché du commerce de détail en France, nous sommes en France aujourd'hui, en France, c'est 1400 milliards de dollars, 1400 milliards de dollars pour le marché de commerce de détail. Les deux plus gros pays en Afrique pour le commerce de détail sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, chacun avec 100 milliards. À comparer aux 1400 milliards français. Derrière, vous avez des économies en commerce de détail. Alors, par rapport à ces chiffres, on parle de chiffres qui sont remontés, on reviendra là-dessus, donc c'est des chiffres forcément qui se rapportent à du commerce dit formel, et on reviendra dans la conversation sur le fait que la structuration ou le passage d'une économie sur les biens de consommation de l'informel vers le formel est un grand sujet. Donc aujourd'hui, les chiffres que je vous donne remontent sur des données qui sont remontées sur le commerce formel. Derrière, vous avez des pays comme le Maroc ou l'Algérie qui vont être à 40 milliards
milliards sur le commerce de détail. Derrière, on va avoir le Kenya, 28 milliards. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on parle beaucoup, et dans lequel mon qualitatif d'enthousiasme s'applique complètement, parce qu'il y a vraiment une structuration intéressante qui est mise en place. Cela étant, circonspect, c'est 14 milliards aujourd'hui au niveau du commerce de détail. Donc, par rapport en préparant cette intervention avec Xavier François, donc de la Société Bell, même s'il faudrait parler des 54 pays individuellement, on a essayé ensemble, à travers nos expériences croisées, de définir quelques blocs ayant des caractéristiques communes. Et je pense qu'à travers l'expérience de Bell, on pourra illustrer ces blocs. Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut avoir les parts de marché des entreprises françaises sur certains pays, par exemple, donc le Nigeria ou le Maroc, pour éclairer un petit peu le public sur les marchés prédominants des Français? Bon, donc dans les pays dans les pays africains, donc il y a 3 types de zones, hein. Les zones francophones, les zones anglo et les zones lusophones. Je parle en particulier de l'Angola. Vous voyez derrière moi, on a essayé de commencer à montrer quelques blocs. L'Angola, c'est un pays, il faut en parler en tant que l'Angola. On ne peut pas le rattacher à quelque chose d'autre. En plus, leur contexte actuel, avec le retournement sur les matières premières, sur le pétrole, a été particulièrement difficile chez eux. Mais pour en revenir, donc vous allez trouver des appétences naturelles. Si vous allez au Nigeria, eh bien, les supermarchés que vous allez voir, ça va être du Shoprite. Shoprite, donc marque de supermarchés sud-africaines qui montent vers le Nigeria. Une autre marque connue en Afrique du Sud sur des biens, sur du vêtement, une chaîne Afrique du Sud qui se rapprocherait en France d'un Kiabi ou quelque chose, c'est Mr Price. Mr Price, vous allez le retrouver aussi au Ghana, au Nigeria. Et vous avez des entreprises françaises, hein, comme en distribution, comme Casino, qui se sont quand même largement implantés sur la partie française, mais aussi dû à leur présence au Brésil, ont des gros marchés au Mozambique. Un groupe comme Carrefour, en revanche, peut avoir 2 stratégies différentes sur l'Afrique francophone. Ils sont partis donc en JV avec CFA au retail pour développer les marques Carrefour en ayant une part dans la société. Sur l'Afrique de l'Est, au Kenya, où Carrefour fait un beau démarrage, et ben c'est via son distributeur, son partenaire historique du Moyen-Orient, Majid Al Futtaim, qu'il est présent au Kenya. Donc, pour répondre à votre question, la France, traditionnellement, est amenée vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais on va vous présenter, Xavier François, vous mettrez un bout de contre-exemple avec l'Afrique du Sud où vous faites de la distribution. Donc, pas de réponse uniforme. Et on peut retrouver des nationalités auxquelles on ne s'attend pas. Vous avez en Afrique de l'Ouest, sur le marché de la nouille, le grand acteur est un acteur japonais, Ajinomoto. Ajinomoto, c'est à la taille de Nestlé, par exemple. Au Japon, ça fait à peu près la taille en chiffre d'affaires d'un Nestlé. Ajinomoto, c'est le nom qu'il faut connaître ces nouilles sont absolument dans le golfe de Guinée et en Afrique de l'Ouest très appréciées, et c'est eux qui vont être là. Donc c'est plutôt sur une appétence de produits et par opportunité qu'on va trouver des présences. D'accord, merci Monsieur Personic. Donc Xavier François, directeur supply chain pour l'Afrique et le Moyen-Orient du groupe Bell. C'est justement le moment de nous révéler un petit peu quelle est votre approche de l'Afrique, quelle a été votre approche de l'Afrique. Et manifestement, vous l'avez fait par blocs régionaux et donc non pas pays par pays. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui. Allô? Oui.
Bonjour à tous tout d'abord. Donc, Xavier François, effectivement, directeur supply chain du groupe Bell au Moyen-Orient et en Afrique. Simplement pour repositionner un peu le groupe Bell et l'Afrique, notamment dans le groupe. Aujourd'hui, le groupe Bell, c'est un des acteurs mondiaux du snacking, ce qu'on appelle le snacking sain dans les produits laitiers et fruits, avec des marques comme la vache Kiri, l'air d'Amer que vous connaissez sans doute. Et quand on parle de la vache Kiri, avant d'être française, la vache Kiri est africaine avant tout, dans la mesure où le premier marché de la vache Kiri, c'est l'Algérie. Le deuxième, c'est le Maroc. Donc, quand on parle de la vache Kiri, c'est d'abord une marque africaine avant d'être une marque française, au moins dans le cœur de nos consommateurs. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est, on va dire, le groupe Bell, c'est 150 ans, dont un tiers passé en Afrique. Donc, 50 ans que Bell aujourd'hui opère en Afrique, avec effectivement différents modèles et différentes approches et différents modèles économiques et différents modèles de distribution. Le premier bloc, effectivement, aujourd'hui, tel qu'on pourrait le décrire chez Bell, c'est le groupe, le bloc, on va dire, Nord-Afrique, avec une présence depuis maintenant 40 ans au Maroc, un peu moins d'une vingtaine d'années en Algérie et à peu près autant en Égypte. Donc on a vraiment un bloc, je dirais, nord-africain extrêmement fort au niveau du groupe Bell, qui représente à peu près 90%, je dirais, du volume et du chiffre d'affaires qu'on peut faire en Afrique. Vous avez notamment 2 usines, c'est ça, à Tanger et au Caire, en fait? Alors aujourd'hui, en fait, on a 4 usines en Afrique, 3 usines dans l'Afrique du Nord, donc une à Tanger au Maroc, une deuxième en Algérie, à côté d'Alger, et une troisième au Caire. Donc c'est vraiment 3 grosses usines, on va dire traditionnelles, avec des vocations régionales pour le Caire et pour Tanger. Par contre, l'usine algérienne est destinée au marché algérien. Et depuis maintenant 3 ans, on opère une micro-usine, et on rediscutera probablement de la nécessité d'adapter son offre et ses modèles à la réalité africaine et notamment la réalité subsaharienne. Donc depuis maintenant 3 ans, on opère vraiment une micro-usine qui nous sert non seulement, je dirais, de base pour alimenter le marché ivoirien, mais également de pilote pour tester et pour nous aguerrir encore un peu plus à la réalité subsaharienne. Alors, justement, donc apparemment une présence très forte en Afrique du Nord. Mais qu'en est-il du reste, en fait? Donc, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, est-ce que vous êtes aussi, vous couvrez des pays de l'Afrique subsaharienne de l'Est? Voilà, et l'Afrique du Sud, est-ce que vous êtes aussi implanté dans ce pays-là? Donc aujourd'hui, si on devait effectivement compartimenter l'Afrique pour le groupe Bell, on pourrait le compartimenter en quatre gros blocs. Encore une fois, c'est très schématique dans la mesure où, comme disait Xavier un peu plus tôt, la réalité africaine est très différente et il y a autant de réalités que de marchés. On va dire le premier bloc, je dirais, qui est un bloc relativement solide et historique, qui est le Maroc. Le Maroc et l'Égypte, si je voulais les mettre ensemble, qui sont des pays qui sont économiquement stables et qui sont également économiquement très orientés vers l'export. Donc, quand on regarde nos usines, en particulier de Tanger, nos usines marocaines ou du Caire, c'est des usines qui ont une vocation à alimenter le marché local, égyptiens et marocains, qui sont effectivement des gros pôles consommateurs de produits de grande consommation, mais qui sont également des usines qui ont vocation, depuis maintenant, je dirais, 40 ans pour le Maroc, à exporter. Donc aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est très largement alimentée à partir de ces 2 grosses usines de Tanger et du Caire, qui vont venir alimenter le bassin africain de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Sud, et pour le Caire qui alimente également donc qui va venir alimenter les marchés d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Le deuxième bloc, sur lequel je ne vais pas forcément détailler, mais qui est le bloc algérien. L'Algérie est toute une histoire, je dirais, à part entière, un marché à part entière, avec effectivement ces problématiques sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir aujourd'hui, mais un marché qui est, entre guillemets, relativement fermé, avec donc une usine aujourd'hui qui alimente ce marché à 100%. Quand on parle ensuite d'Afrique subsaharienne, et je mettrai l'Afrique du Sud également, l'Afrique du Sud a cette particularité d'être un modèle très particulier dans la mesure où on a déjà des acteurs locaux qui sont très présents, qui sont très forts. On a également un marché qui est mature en termes de distribution, dans la mesure où on est à 80% de la distribution qui se fait à travers du retail moderne, je dirais à l'européenne, 20% qui se fait en traditionnel, donc on se rapproche davantage de modèles de distribution à l'européenne, ou je veux dire à l'occidentale.
Par contre, l'Afrique subsaharienne est à 80%, je dirais, en trade traditionnel, avec effectivement des problématiques notamment de marchés informels qui sont extrêmement présents. Donc le choix effectivement qu'a fait Bell aujourd'hui, c'est dans un premier temps de s'appuyer sur sa base nord-africaine pour venir alimenter ces marchés subsahariens. En même temps, on sait que la réalité africaine ou l'Afrique se fera que lorsqu'on y sera réellement. Quand je dis qu'on y sera réellement, on ressent et on pense que stratégiquement, il est important pour nous d'être présent en Afrique, quand je dis en Afrique subsaharienne, avec notamment des organisations, avec une implantation industrielle, également tout un réseau de distributeurs qui nous accompagnent dans le développement de ces marchés. Donc le choix effectivement que l'on a fait, c'est relativement prudent, c'est de développer une petite implantation industrielle en Côte d'Ivoire, donc il y a maintenant 3 ans, qui nous permet encore une fois d'apprendre à opérer en Afrique subsaharienne, qui est encore une autre façon d'opérer par rapport aux autres géographies dans lesquelles on est présent aujourd'hui, de façon à customiser, je dirais, un modèle industriel répondant également aux compétences locales qui n'existent ou qui n'existent pas sur ces marchés, de façon également à travailler des modèles de distribution qui sont adaptés au marché ivoirien, en l'occurrence, et en partenariat avec notre partenaire, notre distributeur qui s'appelle Prosuma, qui nous accompagne depuis maintenant une vingtaine d'années sur ce marché. Et en même temps qu'on a cette plateforme industrielle, donc on commence à piloter également des options et des solutions d'export vers les marchés limitrophes, notamment de la CDAO. Donc le choix que l'on a fait est réellement, je dirais, d'approcher avec beaucoup de détermination l'Afrique, par contre de façon adaptée, en adaptant notre offre produit, en adaptant également notre offre industrielle, en adaptant également notre offre industrielle logistique, avec notamment le support de Bolloré, avec nos partenaires distributeurs, de façon, encore une fois, à pouvoir gérer le risque par rapport au potentiel de ces marchés. Merci, Monsieur François. Alors justement, on parle de distribution, donc effectivement, l'idée c'est quand même de trouver des distributeurs locaux souvent incontournables, comme Prosuma, mais dans un marché informel qui représente quand même 85% des volumes de biens de consommation. Comment on peut implanter une grande distribution classique et traditionnelle telle qu'on la connaît, nous, voilà, les carrefours, les casinos, etc. Donc, Xavier Personic, vous avez peut-être la clé pour d'abord nous présenter peut-être les freins à l'implantation de la grande distribution dans certains pays africains, mais aussi les solutions. Donc, comme on l'a indiqué, il y a un cycle classique qui est d'abord de trouver des distributeurs pour ces produits et ensuite de s'installer en propre. Alors l'installation en propre a effectivement le gros avantage qu'on se rapproche de son client final et qu'on a donc une route to market bien mieux étudiée, mais encore faut-il que, économiquement parlant, l'équation soit possible. Et un autre aspect, c'est que contrairement à l'Europe, une fois que vous êtes implémenté dans un pays, les flux interrégionaux sont très difficiles. Aujourd'hui, les flux interrégionaux de produits en Afrique représentent à peu près 20% du commerce régional, là où en Europe, selon les produits, on va être entre 60 et 70% intra-Europe. Donc on va trouver même des grands groupes comme Nestlé ou Unilever qui vont avoir des usines dans certains pays et qui, sur la carte, vous allez voir un pays qui est, on va dire, 2 cases plus loin sur la grande carte de l'Afrique. Et plutôt que d'aller en direct vers ces pays, on va voir arriver des produits en import direct depuis les centres de distribution et les bassins de sourcing européens. Et à ça, il y a des sujets d'infrastructure, il y a des sujets, les zones économiques comme la CEDEAO, comme la CEMAC sont des zones qui existent. Alors encore une fois, entre enthousiasme et circonspection, il reste quand même des barrières administratives qui font que l'échange interrégional n'est pas facilité. Donc,
Et un autre exemple concret d'utilisation, enfin de gestion régionale, on peut penser à mettre en place des hubs, cette fois-ci sur les pays, sur des pays côtiers, hein, du type, en particulier, un pays comme le Ghana est bien placé pour être un hub. Aujourd'hui, pour faire un hub logistique, les seules solutions, on en fait, hein, nous travaillons, nous alimentons depuis le Ghana 13 pays pour le compte de Colgate-Palmolive, pour ne pas le citer. On ne fait pas ça à travers une opération d'un hub classique. En fait, c'est un entrepôt sous douane, hein, et dans lequel on va accueillir effectivement toutes les marchandises, un stock de réserve pour l'ensemble des pays qui doivent être redistribués. Mais le dédouanement final se fera après réexportation sous ce statut douane. Donc on n'utilise pas finalement la zone économique pour distribuer les produits. Après, on disait qu'il y a les groupes passent plutôt par des distributeurs, puis après cliquent. Il y a des contre-exemples. Vous avez Decathlon, pour qui on travaille, là, qui s'est lancé sur 7 pays africains, qui a décidé d'y aller en propre directement et sur des géographies aussi différentes que le Maroc, l'Afrique du Sud, mais également la RDC, le Ghana, le Kenya, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu quelques petits tests, on reviendra en deuxième partie sur le e-commerce et la manière dont on peut amorcer des marchés grâce au e-commerce qu'a fait Decathlon, mais une société comme Decathlon, derrière, s'est lancée directement en propre sans chercher de relais. Une difficulté, vous parliez de difficultés, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme idée reçue, dans les grandes villes africaines, le prix de l'immobilier est souvent prohibitif pour monter des business cases qui tiennent la route pour faire de la distribution. C'est très très cher. Et aussi bien pour la partie surface de retail proprement dite, que même les parties entrepôt réserve. Aujourd'hui, les tarifs d'entrepôt que nous pouvons proposer à nos clients, comparés à des tarifs connus dans des pays matures, pourront apparaître effectivement très, très, très chers. Donc il y a cette pression immobilière qui intervient, et puis il y a aussi des tests qui sont faits, et il peut y avoir des surprises au niveau de ce que j'appelle les prix complets sur les landed cost. Donc il faut faire attention en Afrique subsaharienne, tout du moins, hein, on va mettre ni l'Afrique du Nord ni la RSA en jeu, mais en Afrique subsaharienne, une bonne partie du budget de l'État est fait sur les droits et taxes perçus à l'importation. Et donc, dans des landed cost, ce sont des coûts qui peuvent prendre des dizaines de pourcents, voire plus, sur certaines catégories de produits, par rapport au coût logistique proprement dit d'amener le produit. Donc, ces équations économiques font aussi qu'avant de se lancer en distribution, il faut faire attention. Et des acteurs historiques, comme le groupe Mercure. Le Prosuma appartient à un groupe Mercure qui, sur le golfe de Guinée et l'Afrique de l'Ouest, pilote des marques comme GoSport, comme Casino, que j'ai déjà cité. Eh bien, l'implémentation régionale est forte, et même s'ils voient quand des marques brandées, enfin des marques de grands retailers européens ou sud-africains arrivent, ils ne vont pas se laisser faire comme ça aussi, hein. Et le coût d'entrée est aussi il y a un coût d'entrée et aussi une concurrence pas facile par rapport aux des acteurs locaux, encore une fois, très bien implémentés. Merci Xavier. Donc, est-ce que je ne sais pas si vous avez présenté l'exemple de Casino qui a implanté lui des franchises en fait dans chaque pays, c'est ça? Et puis un cash and carry au Cameroun. Donc, voilà, là où il faut être opportuniste, c'est que sur un type de marché qui est donc le cash and carry, hein, dont le modèle en Europe le plus connu est le groupe Métro, hein, aujourd'hui,
Casino a ouvert à Douala un cash and carry en propre, que nous aidons à gérer d'ailleurs. Et donc, il faut savoir, je vais peut-être repasser la parole à Xavier, il faut être flexible par rapport au modèle suivant la conjoncture et chaque pays. Xavier François. Oui, en fait, pour ouvrir un petit peu la discussion sur la notion d'offre, ce qui paraît effectivement important en Afrique, mais je pense que c'est vrai également à peu près partout, mais en Afrique en particulier, c'est la notion de devoir réinventer son offre et l'adapter au marché et pas pousser un produit ou une solution qui ne sera pas pertinente. Et quand on effectivement regarde l'Afrique et l'expérience que le groupe Bell peut avoir, c'était vraiment une réalité frappante. Alors, offre, forcément au niveau des produits, dans un premier temps, on parle d'abord aux consommateurs, notre cible c'est les consommateurs. Donc il a fallu, et il y a toujours un travail qui est en cours pour inventer et réinventer notre offre pour répondre aux besoins des consommateurs, qui n'est pas du tout celui d'un Africain du Nord, d'un Marocain, d'un Égyptien. Donc il y a vraiment, je dirais, une réalité à intégrer. Offre également au niveau des solutions, je l'évoquais un peu plus tôt, pour pouvoir implanter une usine en Côte d'Ivoire, là où effectivement au niveau de compétences techniques n'est pas du tout celui que l'on peut trouver en Europe ou encore au Maroc, en Égypte ou en Algérie. Il faut effectivement revoir complètement ce modèle industriel à tel point qu'on est parti, je veux dire, d'une page blanche pour redessiner une usine qui nous permettait de simplifier à l'extrême notre processus de fabrication pour pouvoir être implanté dans un endroit où potentiellement on ne serait pas capable de trouver les compétences techniques que l'on peut trouver encore une fois sur d'autres marchés sur lesquels on opère. Donc vraiment réinventer également notre offre entre guillemets industrielle, nos solutions industrielles, mais également réinventer nos solutions logistiques. Donc là on a travaillé notamment avec Xavier et ses équipes pour pouvoir apporter des solutions qui nous permettent de distribuer ou trouver des solutions qui permettent de distribuer de la Côte d'Ivoire notamment vers les marchés limitrophes. Un point important, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. On peut toujours effectivement regarder la carte et tirer des traits, mais la réalité est vraiment très différente. Et je vais vous donner simplement des exemples très concrets. Lorsqu'on regarde le temps qu'il nous faut pour acheminer, je dirais, une vache qui rit du Maroc, par exemple, je dirais au Ghana, il nous faut à peu près 3 semaines. Pour faire la même chose à Côte d'Ivoire vers Ghana, ça me prendra 50% de temps de plus, alors que le pays est à 2 pays, enfin concrètement est limitrophe d'eux. En termes de coûts, de la même façon, parfois et même très souvent, quand on a fait l'étude de cas, ça nous coûte 50% plus cher de rapprocher des produits de la Côte d'Ivoire vers certains marchés limitrophes plutôt que les approvisionner du Maroc. Donc il est important encore une fois de sortir effectivement des schémas que l'on peut avoir, de faire vraiment effectivement le travail de fourmi pour vraiment comprendre la réalité du marché africain. Regarder les coûts, regarder dans notre cas, comme on est comme dans l'agroalimentaire et que le temps est important en termes de fraîcheur produit, de bien regarder effectivement la réalité des connexions maritimes qui peuvent exister, les réalités également des applications des traités de libre-échange qui peuvent exister. Quand on parle de l'ACDA aujourd'hui, effectivement, c'est sur papier une zone de libre-échange. La réalité est un peu différente. C'est vrai, c'est une zone de libre-échange, mais il peut y avoir quelques spécificités entre notamment la partie anglophone et la partie francophone sur lesquelles les traités ne s'appliquent pas exactement comme ce qu'on souhaiterait ou comme ce qui est dessiné. Donc le point, les 2 messages, c'est premier message, adapter son offre à la réalité africaine. Ça c'est le premier point, donc rester humble et revenir parfois, je dirais, à la page blanche. Et le deuxième point, c'est bien intégrer effectivement la notion d'être réaliste par rapport à cette réalité. Voilà. Ne pas se voiler la face. En termes d'adaptation de l'offre, vous avez cité le terme de tropicalisation de solutions. Si on en vient aux solutions logistiques, par exemple, pour Bolloré, pour essayer d'obtenir des entrepôts à valeur ajoutée qui aient un coût de fonctionnement compatible avec les modèles, cette tropicalisation consiste à avoir conçu des modèles de cellules d'entrepôt qui vont par exemple par 3000 m² avec une hauteur pas trop haute, pas trop importante, qui nous permet soit de pouvoir sourcer directement en local
la structure, soit de pouvoir l'amener directement en containerisation et de faire du montage sur place. De la même manière, on a confiné des espaces pour éviter que des grandes sociétés qui ont dans leurs normes mondiales le fait d'aller sprinkler des entrepôts, ces règles-là, en dessous de certains volumes, n'obligent pas à aller mettre du sprinklage dans un entrepôt qui a un coût très important. Donc on en arrive à un concept d'entrepôt, on retrouve de la classe A européenne, mais tropicalisé et donc avec un coût d'investissement qui qui nous aide à retrouver qui nous aide à trouver des niveaux de coûts de prestation permettant d'accueillir des modèles de modern retail. Merci Xavier. Alors, s'adapter au marché africain, c'est aussi s'adapter au marché informel. Monsieur Xavier François, comment Bell s'adapte à ce marché informel? Est-ce qu'il faut trouver un distributeur ou plusieurs distributeurs locaux qui puissent irriguer finalement des milliers, voire des centaines de milliers de petits points de vente? Alors oui et non, tout dépend encore une fois des marchés. Aujourd'hui, on a différents modèles au niveau du groupe. Donc je vais prendre par exemple le cas du Maroc. Le Maroc aujourd'hui, on a une gamme de produits qui est relativement large. On distribue effectivement de la portion triangulaire, vache qui rit, mais on distribue également du lait pasteurisé avec des produits qui ont des durées de vie de 3 jours. Donc ça demande effectivement d'avoir des modes de distribution qui sont ce que j'appelle extrêmement capillaires. Donc être capable de quasiment toucher le consommateur, au moins le point de détail, quasiment au quotidien. Donc le Maroc, en perspective, c'est à peu près 110 000 points de vente. Donc concrètement, où les consommateurs ou les shoppers vont venir acheter les produits. Sur ces 110 000 points de vente, je dirais aujourd'hui, la grande distribution pèse uniquement 15% de ce volume. Donc concrètement, aujourd'hui, encore une fois, on revient à ces 85% de trade traditionnel qui reste extrêmement présent et notamment avec une part d'informel qui est importante. Donc aujourd'hui, on a différents canaux de distribution au niveau du groupe et notamment au niveau du Maroc, qu'on essaie de décliner ensuite sur l'Afrique subsaharienne. Un premier modèle, encore une fois, de grande distribution. Donc on va travailler avec les Carrefour, la Belle Vie, Marjane, donc les acteurs locaux pour pouvoir alimenter et distribuer les produits vers leur plateforme, soit régionale, voire vers leurs enseignes en direct. Donc ça, c'est un premier modèle, entre guillemets, qui reste assez classique. Un deuxième modèle qui s'appuie sur des grossistes. Donc l'intérêt effectivement du grossiste, ça nous permet d'aller toucher quasiment ces 100 000 points de vente. Par contre, en n'en touchant nous directement qu'environ 3 000. Donc ça nous permet encore une fois de simplifier notre logistique tout en allant toucher l'ensemble des consommateurs marocains. Et le troisième modèle, je dirais, qui est complémentaire du deuxième, qui est la distribution en propre vers les points de vente, finaux, vers les détaillants. Donc aujourd'hui, quand on s'appuie sur ces trois modèles, on arrive à toucher, sur les 110 000 points de vente, on arrive à toucher à peu près 100 000 points de vente, donc ce qui est relativement énorme, mais tout en maîtrisant nos coûts logistiques. Dans une partie, je dirais, de ces 100 000 points de vente sont touchés par les grossistes indirectement, donc avec un coût logistique, un coût d'approche qui reste relativement raisonnable. Par contre, c'est une gamme de produits, notamment vers le détail. On en touche à peu près aujourd'hui en direct autour de 40 000 directement, notamment pour tous les produits frais, les pasteurisés, yaourts et une partie de notre vache qui rit qui passe par ces détaillants. Donc on est obligé de s'appuyer effectivement, et encore une fois je pense qu'on peut décliner ces modèles sur l'Afrique en général. On doit s'appuyer en fait sur une approche multicanale de façon à pouvoir adapter, je dirais, notre capacité à toucher le consommateur avec nos marques et à influencer également, je dirais, l'acte d'achat, tout en gérant, je dirais, des coûts de distribution, le cost to serve, en ligne avec la rentabilité de nos activités. D'accord, merci Monsieur François. Vous voulez rajouter quelque chose, Xavier Personic? Ça me donne une ouverture par rapport au multicanal. Donc si on oublie le segment agroalimentaire et qu'on en vient aux biens de consommation, donc il y a une société, donc Jumia, avec laquelle nous avons nous sommes un des prestataires.
qui se présente à raison comme l'Amazon de l'Afrique, qui est en train de lancer un modèle très intéressant pour élargir l'assortiment et donner accès donc aux biens de consommation, qui est le concept de marketplace international. Cette société Jumia a démarré en Afrique, dans un certain nombre de pays. Ils sont présents dans une vingtaine de pays. Ils ont commencé par un modèle e-commerce classique, c'est-à-dire en important les produits, en les possédant, ces produits, en les mettant dans un entrepôt et en recevant des commandes et en faisant une promesse de livraison à J+1, J+2, J+3, donc quelque chose de classique. Là où le modèle devient intéressant et là-dessus, on est intervenu sur cette partie-là avec eux, Bolloré, sur cette partie avec eux. Ça a été d'ouvrir sur un modèle donc de marketplace international où cette fois-ci, à travers leur site dans 7 pays aujourd'hui, à travers leur site internet, vous pouvez aller avoir accès à une galerie de produits qui sont disponibles en fait principalement en Chine et aussi en ce moment avec une ouverture sur l'Europe. Et donc quand vous passez votre commande, le colis est physiquement préparé à votre nom, et la commande est préparée en Chine ou en Europe et est approvisionné, dédouané et livré sur place. L'intérêt le modèle qu'on a développé avec eux, pour en revenir au sujet de landed cost, c'est que le prix qui est affiché, le modèle qui a été monté donc entre nous et Jumia, a été d'afficher sur le site de Côte d'Ivoire ou sur le site nigérian un prix toute taxe comprise. Donc le client final à Lagos achète quelque chose, vraiment toute taxe comprise, livré chez lui ou en point retrait, mais toute taxe comprise. Et notre travail avec Jumia était d'organiser le flux pour aller collecter l'ensemble de ces colis, principalement en Chine, les acheminer, gérer en ayant des discussions avec les douanes et en mettant au point des solutions, des nouvelles solutions. C'est là où l'enthousiasme reprend son droit. C'est qu'aujourd'hui, dans un pays, par exemple, je vais citer un autre pays, le Cameroun, il y a une loi de finances qui est passée en 2017 et qui clairement a traité le sujet de l'e-commerce et de la marketplace internationale, donnant des facilités permettant de faire des déclarations en nom des consommateurs finaux qui n'obligeaient pas le consommateur final à venir chercher son produit non dédouané, à venir remplir donner sa situation fiscale et payer lui-même sa douane. Non, là c'est vraiment un bout en bout qui commence à être facilité, parce que quel est l'intérêt pour les États du coup? C'est qu'à travers ces marketplaces globales, il y a une captation d'une partie du marché informel qui devient formel, parce que les droits de douane sur cette marketplace internationale vont bien être acquittés, donc le revenu va être équitable pour le pays allemand. Le tout devant rester dans une équation économique qui permet que le landed cost arrivé soit pas forcément comparable à ce qui existe, parce que l'idée aussi de ces marketplaces, c'est de donner accès à un assortiment qui n'est pas présent dans le pays, mais qu'au moins au niveau du pouvoir d'achat, le produit qui soit amené soit à la portée des bourses. Et ce modèle, donc avec des préparations de commandes faites ou en Chine ou en Europe, peut être complété par un modèle pour les produits qui tournent beaucoup de consignment stock, où on reprend un modèle qui existe en Europe, où des fournisseurs vont aller pousser un produit qui leur appartient encore dans le pays. Et là encore, on va pouvoir trouver le bon système pour être compliant avec la douane et pouvoir le dédouaner proprement, pour avoir cette fois-ci un stock très tournant de produits, pour avoir une promesse client qui passe, parce que même en avion, quand vous faites un appro depuis Chine et que vous avez commandé le jour J à votre site internet, au mieux, même en avion, vous êtes en J+7, J+9 en livraison. Donc l'intérêt d'aller faire sur des produits qui tournent beaucoup du consignment stock, c'est que du coup, vous pouvez faire un premier segment en bateau pour amener ce stock qui appartient toujours aux fournisseurs, parce que le sujet pour des sociétés de marketplace comme Jumia, c'est de ne pas
tomber sur le coup d'une fiscalité de retailer. Ce ne sont pas des retailers, ce sont des gens qui font de la marketplace, donc ils prennent de la commission sur les produits. Leur chiffre d'affaires en local, c'est de la commission et de la livraison dernier kilomètre. Donc l'ensemble donc Bolloré a fortement, donc on a un accord privilégié avec Jumia pour développer pays par pays ces solutions qui sont enthousiasmantes parce qu'encore une fois, on peut amener un assortiment à des prix acceptables qu'aujourd'hui, personne finalement se risque à avoir une largeur. Je vous citais le cas de Decathlon qui s'est lancé en propre. Un assortiment, vous allez dans un Decathlon en France, l'assortiment que vous allez dans un magasin, ça va être 100 000 SKU. Qui peuvent être là. Aujourd'hui, ils vont être lancés avec un assortiment à 10 000. Donc, certes, la présence est là, certes, ils se sont lancés, ils ont pris le pari de l'Afrique, mais circonspect aussi en limitant. Et donc, toutes ces solutions d'élargissement de l'assortiment à travers de la marketplace internationale, c'est intéressant. Un autre point intéressant par rapport, je parlais du consignment stock pour pousser les produits, le fait de pousser les produits permet aussi en Afrique, parce que là on parle beaucoup, en Afrique subsaharienne, permet, une fois que vous avez le produit directement dans le pays, de garder un mode de paiement en cash, qui encore, la bancarisation en Afrique subsaharienne reste un sujet. Alors évidemment, tout le monde a en tête Kenya, M-Pesa, le portefeuille électronique. Bon, c'est quand même une vitrine. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur le Kenya, certes, vous avez ce moyen de paiement M-Pesa qui a été développé, mais quand vous regardez les contraintes douanières et de certification des produits au niveau du Kenya, ça en reste. À côté de cette approche très enthousiasmante de modernité, vous avez une approche très protectionniste, beaucoup plus protectionniste finalement qu'un pays comme le Cameroun, qui pourrait paraître moins ouvert, moins avancé sur la partie paiement facilité, mais qui va faire une loi de finances pour faciliter l'e-commerce. Donc encore une fois, 54 pays, 54 manières d'y aller. Merci Xavier. Alors, y a-t-il une réaction dans le public? Question? Réaction? Monsieur? On va vous apporter un micro. Excusez-moi. Par rapport à Joomla, pourquoi Cdiscount n'a pas pu réussir en Afrique? On sait que Cdiscount s'est retiré de l'Afrique. Cdiscount, le groupe Cdiscount, c'était venu en Afrique avant Joomla. Jumia était là avant Cdiscount, mais Jumia était là sur un modèle, comme je disais, traditionnel de e-commerce, c'est-à-dire en important comme un importateur lambda, Prosuma ou un distributeur classique, en important ses produits, en les possédant et en vendant sur un site. L'idée de Cdiscount est arrivée et a été le premier à essayer de lancer une offre justement internationale. La grosse différence qu'il y a eu entre les deux modèles, c'est que Cdiscount s'appuyait sur des stocks français qui lui appartenaient et faisait une cession de stocks français à une filiale en Afrique, là où Jumia, son pari, c'est de faire 70% avec de la marketplace où en fait la transaction est directement faite entre le marchand qui est overseas et le client final. C'est la grande différence. Et donc, Cdiscount, malheureusement, par rapport à son équation économique de prix de cession venant, est arrivé sur un modèle économique qui n'a pas fonctionné. Et deuxième aspect, c'est un sujet, parce que Cdiscount avait travaillé également avec nous, Jumia est un petit peu dans un cas amazonien, dans le sens qu'il y a aujourd'hui des gros investisseurs qui ont mis des centaines de millions d'euros en faisant le pari qui seront les gagnants et qu'ils seront effectivement le Amazon de demain qui annoncera qu'il sera la première licorne africaine peut-être. Et donc il y a des gens qui mettent des centaines de millions. Casino y est allé en propre. Si vous connaissez M. Naouri et sa manière de gérer sa société, le payback, enfin le break-even devait être obtenu au bout de très peu de temps. Et là, l'équation économique en Afrique ne le permettait pas. Donc, Merci. Ça répond à votre question ou... Autre? Oui. C'était par rapport à ça. Ouais. Merci. Vous êtes satisfait, monsieur? Oui, merci.
Autre réaction, autre question? Pas tous à la fois. Une anecdote? Non plus. Alors, moi, je voulais voir avec monsieur Xavier François comment on adapte ces produits au marché africain ou aux multiples marchés africains, au niveau du prix, au niveau de la qualité, au niveau même de la distribution, de la logistique. Comment on adapte, comment Bell adapte ses produits à ces multiples marchés africains, finalement. Je pense que ça rejoint un petit peu la question précédente également en termes de modèle économique. Quand on compare effectivement ces discounts et Jumia, il faut bien, je dirais, reclarifier ses ambitions et ses objectifs économiques dans la mesure où les niveaux de rentabilité que l'on peut avoir en Afrique ne sont pas forcément les mêmes que l'on peut avoir ailleurs, dans la mesure où si on essaye de toucher simplement la part du consommateur affluent, on va dire le pourcent ou les 2-3% des personnes qui peuvent s'offrir la gamme de produits que l'on a aujourd'hui dans une gamme typique Bell, effectivement là on peut avoir des niveaux de rentabilité qui sont faibles, enfin, qui sont relativement importants, par contre avec des volumes, des chiffres d'affaires qui sont limités et une croissance qui reste aussi limitée. Donc aujourd'hui, effectivement, le gros enjeu des entreprises de grande consommation, mais des Nestlé, des Procter, de Unilever et Bell ne fait pas exception, c'est d'aller effectivement redévelopper une offre produit qui soit plus accessible pour cette classe émergente africaine. Donc ça demande, effectivement, de revoir notre gamme existante déjà en termes de produits, revoir, ça peut être simplement en termes d'assortiment, s'assurer qu'on ait des assortiments qui soient pertinents en termes de contenants et en termes de prix par rapport à nos consommateurs. Donc on va rester probablement encore dans on va dire les 5 à 10% des consommateurs africains qui peuvent s'offrir nos produits. Et il y a ensuite un retravail d'engineering, mais je pense que toutes les entreprises de grande consommation aujourd'hui sont en train de faire ou ont commencé depuis maintenant quelques années, qui est de réinventer des produits qui soient, adaptés, je dirais, aux besoins nutritionnels. Donc là, c'est notre cœur de métier, donc qui répondent aux enjeux nutritionnels des consommateurs africains et à un prix qui soit accessible et à un prix qui soit abordable. Donc là, on revient encore une fois à la page blanche. Donc nos équipes de recherche et développement, nos équipes marketing doivent redéfinir le besoin des consommateurs, qui ne sont pas forcément, encore une fois, ceux que l'on peut retrouver dans d'autres géographies, et redévelopper des produits qui soient encore une fois, adaptés aux consommateurs, mais qui soient également, d'un point de vue industriel, compatibles avec nos modèles. Maintenant, encore une fois, j'insiste sur le point, c'est qu'il faut bien redéfinir et bien reclarifier quelles sont les ambitions que l'on peut avoir sur un marché comme l'Afrique. L'Afrique ne s'est pas construit en un jour. Et pour un groupe comme Bell, on est présent depuis 50 ans, on l'a fait par étapes. On sait très bien que l'Afrique subsaharienne ne va pas être un vecteur de croissance à court terme. On s'engage sur le long terme, donc c'est également l'avantage d'être un groupe familial qui a des positions et des intérêts à long terme et pas à court terme. Donc aujourd'hui, effectivement, on prend des positions étape par étape avec un Afrique du Nord qui est un pilier pour nous. L'Afrique subsaharienne, c'est une géographie sur laquelle le groupe croit énormément, par contre, avec beaucoup d'humilité et, je dirais, un travail de fond sur la gamme produit, avec une approche de fond également sur revoir notre modèle industriel et également une approche de fond pour revoir notre modèle économique. Donc, dans la mesure où on ne va pas forcément aller chercher les mêmes niveaux de croissance, on ne va pas forcément aller chercher les mêmes niveaux de rentabilité sur ces marchés que sur ce que l'on peut avoir sur des marchés américains, asiatiques ou européens. Donc, il y a vraiment une réflexion de fond qui doit être faite par rapport aux ambitions, je dirais, de croissance, par rapport à des niveaux de rentabilité donnés et qui nécessitent de revoir, de redessiner l'offre produit, les solutions industrielles, les solutions logistiques que l'on peut apporter pour pouvoir répondre à ce continent. Oui, je voulais rebondir sur, peut-être pour être très pratico-pratique, quelques idées reçues qu'il faut peut-être balayer. Le Nigeria n'a pas une réputation extraordinaire quand vous lisez la presse. Regardez plus avant sur votre explorateur, Lagos, et dans la région au nord de Lagos, vous avez des routes extraordinaires. C'est
c'est hyper bien achalandé. Donc attention encore une fois à l'effet Nigeria égale Boko Haram et égale un environnement impossible. Vous faites du business as usual à Lagos tous les jours et dans des environnements dans lesquels vous vivez de manière, avec une maturité tout à fait étonnante. Il y a des pays qu'on oublie aussi. Vous allez en Ouganda, l'Ouganda qui n'a pas volé son surnom un petit peu de Suisse africaine. C'est un pays absolument extraordinaire. Vous allez en Égypte, vous avez l'Ikea du Caire, c'est le même que celui que vous avez à Bretigny-sur-Orge. Donc, encore une fois, on parlait d'Afrique de pays. Quelquefois, c'est même au niveau de l'urbanisation, donc de la ville elle-même, qu'il faut aller regarder ce qui se passe. Je rappelle à ce propos que le Nigeria, c'est une fédération en fait. Il y a 34 États, et donc avec un gouvernement fédéral pour à peu près 180-200 millions d'habitants. Donc encore une fois, les réalités sont très différentes et on peut faire, je vous dis, des Shoprite, des Mr Price, peut-être bientôt des gros investissements français également là-bas. Donc, encore une fois, enthousiasme et circonspection. Merci Xavier. Une réaction, une question, monsieur ? Bonjour, Melody Mhboubi, je suis directeur supply chain d'une structure de distribution au Maroc, filiale du groupe Diana Holding. On distribue Coca, on distribue des marques Unilever et d'autres. Et j'ai une question sur le point que vous avez touché tout à l'heure sur les grossistes. On parle d'un marché qui est majoritairement dominé par le traditionnel, sur lequel en fait l'informel pèse lourd. J'aimerais savoir quelle est la démarche, quelle est l'attitude par exemple du groupe Bell pour essayer justement de combiner en fait la volonté de développer, de toucher en fait en termes de DN un pourcentage assez conséquent, mais en même temps d'essayer de limiter en fait et de voire réduire cette part de l'informel. C'est une question effectivement assez intéressante, assez compliquée. Aujourd'hui, concrètement, le groupe Bell a des responsabilités forcément éthiques et notamment en termes de réglementation. On respecte la réglementation et donc la partie informelle, on travaille notamment avec les marchés pour convertir ce marché informel en marché formel. Donc, et on gère notre risque en conséquence. Quand je dis on gère notre risque en conséquence, aujourd'hui, quand on travaille avec des détaillants, on est payé en cash, mais tout est déclaré. Quand on travaille avec des grossistes également, on paye, les grossistes nous payent et tout est déclaré. Donc on s'assure également, notre rôle en tant qu'acteur international, c'est d'accompagner la formalisation de ce trade. Voilà, donc on ne va pas révolutionner, je dirais, le marché marocain en le transformant en marché formel à 100%, et je pense que vous le savez très bien. Par contre, notre rôle, c'est de s'assurer que dans toutes les transactions que l'on peut avoir avec nos différents clients et nos différents consommateurs, surtout nos clients, qu'ils soient détaillants, qu'ils soient grossistes ou qu'ils soient, je dirais, trade ou grande distribution sur lesquels généralement il n'y a absolument généralement aucun problème, on les accompagne dans des transactions qui soient formalisées. Donc aujourd'hui, effectivement, un groupe Bell accompagne les grossistes, je dirais, dans la formalisation de leurs transactions, eux, vis-à-vis de l'État, sachant que les nôtres, vis-à-vis d'eux, sont toutes formalisées. Mais il y a effectivement un rôle d'éducation, entre guillemets, et d'accompagnement du trade dans la formalisation. Et c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Égypte, c'est vrai partout en Afrique. Donc on essaie de jouer ce rôle également à notre niveau. Ok, parfait. Merci. Merci. Autre question ou réaction ? Toujours pas ? Alors, moi, j'aurais souhaité terminer peut-être par la question aussi de la main-d'œuvre locale. Est-ce qu'aujourd'hui, et au niveau même logistique, enfin surtout logistique aussi, donc on trouve de la main-d'œuvre locale de qualité, qualifiée, non qualifiée ? Est-ce qu'il y a des pénuries de profils ? Monsieur François ou
Monsieur Personic, c'est selon votre expérience en fait. Je pense que l'un des gros enjeux de l'Afrique, pour avoir travaillé un petit peu, beaucoup en Europe et en Asie, l'un des gros enjeux à mon sens de l'Afrique, c'est effectivement l'éducation en général et en tant que groupe international. On a une responsabilité d'accompagner notamment l'éducation à travers, encore une fois, de façon très modeste. Mais effectivement, on a un rôle à jouer dans ce cadre-là. Donc en termes de compétences, encore une fois, l'Afrique est aussi diverse que celle qu'on a pu décrire un peu plus tôt. Donc on a des niveaux d'éducation qui sont très, très éparses. On parlait du Maroc un peu plus tôt, on a un niveau éducatif qui est très bon. Donc on arrive effectivement aujourd'hui à trouver des compétences. Sur certains domaines un peu plus techniques, on doit les développer. Quand on parle d'usines qui sont automatisées, il y a forcément un accompagnement pour développer ce type de compétences en termes d'automatisation, y compris au Maroc ou en Égypte. Par contre, effectivement, en Afrique subsaharienne, notamment dans notre domaine agroalimentaire, qui reste et qui plus est dans le froid, ces compétences n'existent absolument pas si j'exclus l'Afrique du Sud. Donc effectivement, aujourd'hui, ça demande, encore une fois, je réinsiste sur ce point, de réadapter nos modèles industriels pour qu'ils puissent être opérés par les compétences locales que l'on peut trouver sans du tout être péjoratif. Et le deuxième point également, c'est de former, d'accompagner à travers notamment le Maroc. On a des techniciens européens, marocains qui sont venus en Côte d'Ivoire pour venir former les techniciens ivoiriens. Donc notre usine, notre micro-usine de Côte d'Ivoire aujourd'hui est opérée à 100% par des Ivoiriens exclusivement. Donc c'est vraiment notre volonté de localiser les compétences et les ressources sur les marchés sur lesquels on opère. Donc pour cela, effectivement, on fait appel aux compétences, y compris africaines, donc marocaines en l'occurrence, pour venir former les opérateurs ivoiriens. Et ça fait partie de notre credo, que l'Afrique se fait d'abord avec des Africains. Alors bien sûr, avec le support des différentes compétences qu'un groupe international comme Bell peut avoir, mais c'est un point effectivement important. Donc oui, effectivement, il y a des pénuries de compétences dans certains cas qui nous amènent à revoir nos modèles, nos solutions techniques pour pouvoir répondre à ces compétences, tout en même temps, développant ou compensant ce gap, de compétences avec des compétences, des apports, des supports techniques qu'un groupe international comme celui qu'est Bell peut apporter. Merci. Xavier, vous voulez... Pour la partie Bolloré, donc nos gros investissements en entrepôts à valeur ajoutée dont je vous parlais sont dans des pays où on arrive à faire effectivement monter en compétences aussi. Le plus facile à trouver, finalement, c'est le management de bon niveau. Aujourd'hui, pour trouver des patrons de supply chain pour opérer au Kenya, au Ghana, en Côte d'Ivoire ou encore en Égypte, on trouve de très bons profils. Et ailleurs, dans les pays où on cherche à développer nos bases logistiques à valeur ajoutée, l'effort d'accompagnement, nos structures sur place permettent déjà de fidéliser, parce que un sujet, c'est d'avoir tout le monde en poste à 9h du matin, le nombre de jours, chaque jour. Et donc, le fait d'avoir une société qui structure ses employés autour d'une organisation performante. Je vais donner un exemple tout simple. En Côte d'Ivoire, et ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, le personnel Bolloré va payer 0 pour tous ses frais médicaux. En fait, la sécurité sociale, c'est Bolloré, c'est-à-dire quel que soit le montant de ce qui a pu être remboursé par l'État, Bolloré prend en compte toute la couverture de ses employés. Et donc ça, vous pensez bien qu'à travers et avec des formations adaptées, on arrive à monter dans les pays donc, où on a misé sur ces investissements d'entrepôts, on arrive à monter en compétences localement de manière efficace. Alors, je crois que M. Petit le disait hier aussi, vous scellez des partenariats avec des écoles locales, en fait, sur place. Vous avez quelques exemples, peut-être, je ne sais pas, au Maroc ou... Non ?
pour les écoles, alors là, le domaine du CSR, là, chez nous, ce n'est pas ma spécialité. Donc, sur les frais de santé, là, je suis absolument certain. Je ne peux pas vous donner d'exemple par rapport aux écoles proprement dites. Mais les accompagnements de formation, parce que avec certains groupes, c'est commun. En fait, on fait monter en compétences quand on fait du co-packaging, par exemple, des accords de co-packaging. On vient avec notre partenaire, notre partenaire, monter en compétences ensemble les opérateurs locaux. Merci. Belle fait quelque chose pour la formation à part. Oui, non, absolument. On a des partenaires. Je pense effectivement au Maroc, à Tanger en particulier. On a un programme qui a été co-construit par Bell et par l'Université de Tanger. En Algérie également, dans le genre on a des pénuries de compétences. Donc on a également des programmes qui se co-construisent avec les autorités locales sur des thématiques qui nous sont chères et propres. Donc on le fait, effectivement, là on a une masse critique. En Côte d'Ivoire, on ne le fait pas dans la mesure où on ramène les compétences du Maroc, par exemple, pour venir former nos équipes. Mais là, on a une masse critique. Je pense notamment, encore une fois, au Maroc, l'Algérie, en Égypte. On a des programmes co-construits avec l'université locale pour développer les compétences dont on a besoin aujourd'hui et demain. D'accord, merci. Pour rester sur des notes positives, je vais vous citer quelques noms de groupes qui investissent en propre et qui arrivent en Afrique. En cosmétique, vous avez un groupe allemand, la Bayersdorf, connu pour sa marque Nivea. Eh bien, c'est un groupe aujourd'hui qui fait de l'usine au Kenya, qui a de l'usine au Nigeria, qui est en train de regarder d'autres géographies. Vous avez un groupe italien, je sais parce qu'on a parlé beaucoup de groupes français, un groupe comme Ferrero aujourd'hui, qui a une implémentation en propre intéressante. J'ai déjà cité les groupes, un gros groupe sud-africain dont le nom est peu connu en produits de grande consommation qui s'appelle Tiger Brands. Vous regarderez, c'est un petit Nestlé là dont les produits partent sur toute l'Afrique. Donc encore une fois, il y a des choses à faire. Vous avez un groupe nigérien, je vous donne quelques noms si vous voulez noter et les regarder après, comme Gongoni par exemple, ou un groupe sénégalais comme Pattison, qui développent vraiment des modèles structurés et matures, très intéressants. Globalement, je dirais, à titre personnel, quand je vais dans un pays un an après y être allé l'année précédente, j'ai tendance à trouver toujours ça un peu mieux que l'année précédente. Vous voyez, même s'il ne faut pas en faire une généralité, je pense que la note positive doit plus rester que la note négative, comme aujourd'hui. C'est un peu le café du commerce, mais il n'y a jamais eu finalement aussi peu de guerres et aussi de morts dans le monde que de vraies violences de guerre. Il y en a des abominables. Mais quelque part, derrière ça, il y a une réalité qui fait que le business bouge et que cette classe moyenne se développe de manière pas peut-être aussi forte qu'on lit quelquefois dans les journaux, mais encore une fois, ça marche, il y a des exemples, il faut accompagner tout ça. Merci. Une dernière question peut-être ? Non. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de cette conférence. J'espère que ces messieurs vous auront apporté les réponses ou certaines réponses à vos problématiques. Je vous remercie beaucoup d'y avoir assisté et sans doute à une autre fois. Merci. Merci.